Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Colonel Alain Corvez, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation un dimanche. Monsieur Alain Corvez est conseiller en stratégie internationale, ancien conseiller du général de commandement de la Force des Nations Unies déployée au sud de Liban, la FINUL, conseiller en relations internationales au ministère de la Défense et de l'Intérieur. Monsieur Alain Corvez, qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient et comment vous voyez son impact sur la stabilité mondiale? Eh bien écoutez, la situation au Moyen-Orient est effectivement très importante parce que s'il déroule des affrontements entre grandes puissances qui sont un peu à l'image des affrontements géopolitiques sur l'ensemble de la planète. En Syrie, les combats menés pour initialement chasser du pouvoir le président Bachar al-Assad et mettre à la place des islamistes, car c'est ainsi qu'il faut voir les choses, puisque dans les forces qui combattent l'armée régulière syrienne et ses alliés, ce sont tous des islamistes de différentes tendances. Et donc, on a assisté depuis mars 2011, où a commencé cette épreuve pour la Syrie, on a assisté à différentes phases et la plus importante, dirais-je, puisqu'on n'a pas le temps de tout disséquer, mais à partir de septembre 2015, la Russie, qui a des intérêts importants en Syrie et des amitiés très anciennes, d'ailleurs, qui datent de l'époque communiste, de l'époque soviétique, la Russie a jugé que le pouvoir était sérieusement menacé par les islamistes et donc est intervenu militairement. Cette intervention a été déterminante parce que en quelques semaines et quelques mois, elle a complètement changé l'équilibre des forces en Syrie et non seulement elle a changé l'équilibre des forces, mais elle a changé également la stratégie de puissance parce que la Turquie, qui était un des pourvoyeurs des forces rebelles qui voulaient renverser le pouvoir à Damas, la Turquie, en gardant une certaine ambiguïté néanmoins dans sa politique, mais a accepté de s'entendre avec la Russie et avec l'Iran pour parvenir à une solution politique de la crise syrienne. Aujourd'hui, pour résumer, nous sommes donc à un point névralgique, un point crucial, puisque la stratégie occidentale menée par les Américains, mais avec l'appui des forces occidentales comme les forces françaises et britanniques, qui soutient les mouvements rebelles djihadistes, cette stratégie a échoué en raison de l'intervention militaire russe et de l'espèce d'alliance que la Russie a constituée avec l'Iran et même la Turquie à certains égards. Et donc, aujourd'hui, tout le monde est convaincu que le président Bachar al-Assad restera au pouvoir parce qu'il n'y a pas d'autre solution si ce n'est les islamistes. Et comme la solution islamiste est en train d'être éradiquée, tout le monde est convaincu que le président Bachar al-Assad restera au pouvoir avec, bien sûr, des négociations pour un règlement final avec de nouvelles élections des îles internationales.
Mais on peut dire que ça fronde sur le territoire syrien. Il se passe également des choses en Irak à côté, mais ça fronde sur le territoire syrien. Les deux stratégies, l'occidentale et la russo-iranienne, dirons-nous, et on voit que c'est la stratégie russo-iranienne qui est en train de prendre le dessus. Alors, bien entendu, les Américains essaient de noyer, enfin de cacher leur échec stratégique et essaient de retarder la solution politique de la crise syrienne en, comme vous le savez, maintenant des forces de façon illégale d'ailleurs sur le territoire syrien, aidées par la France d'ailleurs de façon tout à fait illégale, essaie de retarder la solution politique, mais tous les analystes comprennent bien que cette solution est inéluctable et qu'elle arrivera tôt ou tard en fonction de ce que feront les Américains, mais on sent bien qu'ils sont dans une phase finale. D'ailleurs, je rappelle que le président Donald Trump avait déclaré il y a un mois ou deux environ, nous n'allons pas rester en Syrie et nous laisserons les autres s'occuper de cette question. Bon, une semaine après, il avait dû frapper, poussé par son administration, il avait dû frapper conjointement avec les Britanniques et les Français, mais on a vu que c'était des frappes qui n'étaient qu'un simulacre et qui n'étaient là que pour justifier les paroles véhémentes qu'ils avaient prononcées avant. Donc, si vous voulez tout résumer, je pense que au Moyen-Orient, en Syrie, se focalisent tous les affrontements qui s'effectuent d'une manière plus générale au Moyen-Orient, parce que, comme vous le savez, en Afghanistan, en Irak, au Yémen, il y a aussi des affrontements qui ne sont pas terminés. Monsieur Corvez, vous ne croyez pas qu'il y a une continuité quelque part, comme en Afrique, ou en Libye, et bien entendu, et aussi en Syrie, qu'il n'y ait pas une volonté réelle de déstabiliser ces pays, qu'on sait personnellement qu'ils ne sont pas démocrates, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Jusqu'à maintenant, la quasi-totalité de ces pays concernés, ce n'est pas eux qui ont créé le problème. Le problème, il est venu d'ailleurs. Tout le monde le dit. Non, vous avez tout à fait raison. Et la situation en Libye, c'est l'intervention américano-franco-britannique qui a créé le chaos. Et dans ce chaos, bien entendu, les premiers à s'infiltrer facilement, ce sont les islamistes. Et en Irak, vous savez, le terrorisme islamiste, il trouve ses origines en Afghanistan, lorsque les Américains et les Saoudiens ont soutenu une résistance islamiste à l'Union soviétique. Puis, on peut tracer un fil conducteur depuis ce soutien d'islamiste de Ben Laden à l'époque et jusqu'à Daesh aujourd'hui. Et d'ailleurs, on sait très bien aujourd'hui que Daesh est en quelque sorte sous contrôle des services américains, puisque ils ont conquis en juin 2014 des territoires énormes en Irak, alors que c'était l'armée américaine qui formait l'armée irakienne, et cette armée irakienne ne s'est absolument pas battue, et les islamistes de Daesh se sont emparés de territoires énormes. Donc il y a une preuve là que Daesh est sous contrôle des services américains. Il y a une autre preuve, c'est ce qui se passe en Afghanistan, car on a même eu des informations, il faudrait les vérifier, mais que les islamistes de Daesh sont arrivés en Afghanistan avec des hélicoptères américains. Et on voit qu'en Afghanistan, les Américains, qui sont encore 12 000 ou 15 000 hommes, je crois, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir, essaient contre les talibans de soutenir Daesh. Et donc, on est dans des situations paradoxales ou même pas paradoxales. Les Américains soutiennent Daesh contre les talibans parce que ils se rendent compte que l'armée afghane qu'ils ont eux-mêmes formée et instruite et équipée n'est pas capable de résister à ça. Donc, de résister aux talibans. D'ailleurs, à ce sujet, il faut reconnaître aussi que les talibans ne sont pas les talibans de l'année 2000 qui faisaient exploser de Bouddha, vous vous en souvenez, de Boudyan.
les talibans sont maintenant des résistants à l'occupation américaine. Et ils ont un discours qui est nationaliste et qui est... ce sont des islamistes parce qu'ils font... la majorité des Afghans sont musulmans, donc ils ont des slogans islamistes, mais ils ne sont pas pour une conquête d'autres territoires. Ils le disent clairement, ils sont là pour défendre l'intégrité du territoire afghan. Donc, alors en Afghanistan, puisque c'est une partie importante également du Moyen-Orient, en sûr. Afghanistan, l'Iran et la Russie jouent également un rôle parce qu'ils ont des contacts avec les talibans. Et je crois que Russes comme Iraniens pensent également que les talibans auront leur mot à dire dans la solution finale en Afghanistan. Et pour continuer sur l'Irak, on voit bien que le gouvernement qui est arrivé au pouvoir par des élections libres est un gouvernement qui est à majorité chiite, ce qui est tout à fait logique et normal, puisque la majorité de la population est chiite. Et fatalement, ils ont des affinités, sans être complètement alignés sur la politique iranienne, mais ils ont des affinités avec les Iraniens. Donc, la stratégie américaine, en quelque sorte, a échoué partout où elle est intervenue militairement, et elle va certainement échouer en Afghanistan, et elle va certainement échouer également au Yémen, parce que au Yémen, derrière l'Arabie Saoudite, les États-Unis d'Amérique, bien sûr, et au Yémen, l'Arabie Saoudite ne gagnera pas cette guerre parce que elle a en face d'elle des guerriers aussi qui sont très forts. Alors, à mon avis, contrairement à ce que certains ont dit, ils ne sont pas soutenus militairement par l'Iran, mais ils sont soutenus idéologiquement et politiquement par l'Iran, bien entendu. Voilà, donc il y a une série de foyers dans l'ensemble du Moyen-Orient, de guerres, d'affrontements, où à chaque fois, on peut remonter aux affrontements entre grandes puissances, c'est-à-dire l'Amérique et ses alliés, et puis de l'autre côté, un front qui est souvent, la plupart du temps, dirigé par la Russie, avec des alliés solides, comme l'Iran, la Chine en arrière-plan, et qui a aussi intérêt à ce que cette stratégie russo-iranienne réussisse, parce que n'oubliez pas qu'il y a plusieurs milliers d'islamistes ouïghours qui sont en Syrie, et la Chine préférerait qu'ils soient détruits en Syrie plutôt qu'ils reviennent dans le Xinjiang. Voilà, donc on est dans une situation explosive qui va dépendre de ce que vont faire les États-Unis. Il est difficile de suivre la stratégie et la politique américaine parce que, surtout depuis que le nouveau président Donald Trump est en place, parce qu'un jour il dit quelque chose et puis le lendemain il dit le contraire, donc c'est pas tout à fait facile de suivre. Mais on avait senti dans ce discours de campagne qu'il avait l'intention de se désengager de ce conflit. Depuis qu'il est au pouvoir, il ne s'engage pas, au contraire, il accentue, mais c'est sans doute dû aux forces occultes qui, en réalité, dirigent le gouvernement américain, comme d'ailleurs Bachar al-Assad l'a dit en fait discours il y a un mois environ, en recevant un journaliste petite nationalité russe, peut-être, non, il n'était pas russe. Enfin, peu importe, il a dit dans un entretien que les présidents américains ne sont pas eux qui dirigent véritablement la politique américaine, c'est qu'il y a une administration souterraine qui a les moyens de forcer le président à mener la politique. J'ai parlé du monde arabe. Le monde arabe subit ce conflit entre les grandes puissances. Et encore davantage, il suit dans la quasi-totalité, ils suivent les États-Unis. Mais encore mieux, pour intimider encore et pour faire plier ce monde arabe, comme vous l'avez bien constaté, il y a une décision politique qui a été prise sur Jérusalem. Comment vous voyez-vous cette double langage vis-à-vis de ces pays arabes? Est-ce que c'est une façon de dire au monde arabe, vous n'existez pas, on retourne
à la case de départ, la case de la colonisation dès le départ. Et maintenant, vous subissez et on vous impose ce qu'on souhaite, nous. Oui, de cette manière, parce que les deux décisions prises par Donald Trump, à la fois de sortir de l'accord international, le PGAC, le plan global d'action conjointe sur l'Iran et le nucléaire, et la décision de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem, sont deux décisions qui sont tout à fait hors la loi, puisque ces décisions ont été entérinées par un vote des Nations Unies, et c'est-à-dire que la capitale d'Israël était Tel Aviv, et pas Jérusalem. Donc, effectivement, la politique américaine devient encore plus brutale pour, vis-à-vis des pays arabes, imposer sa vision. Alors, comme vous le savez, les États-Unis se sont alliés avec des États arabes qui ne sont pas démocratiques, et néanmoins, elle se bat au nom de la démocratie dans le monde. Elle a voulu chasser des chefs d'État au nom de la démocratie, comme le président tunisien, le président égyptien et d'autres. Mais ces pratiques à elle ne sont pas démocratiques, et elle est alliée avec des pays où il n'y a pas d'élection démocratique, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn ou autres. Donc, je pense, et en outre, si vous voulez, quand on revient au conflit israélo-palestinien, on voit bien que les États-Unis ont augmenté encore leur soutien à Israël, et que les États arabes, qui sont les alliés des États-Unis, non seulement ne s'opposent pas à cette politique, mais même la soutiennent. Et on a même eu des déclarations de Mohamed bin Salman en Arabie Saoudite, qui a fait une déclaration injurieuse sur les Palestiniens, en disant qu'ils avaient qu'à obéir ou alors se taire. Bon, pour le reste du monde arabe, et notamment le Maghreb, le Maghreb n'intervient pas directement dans tous ces conflits et reste fidèle à sa politique. L'Algérie n'a pas changé sa politique, elle est contre les islamistes partout où ils existent, et d'ailleurs elle essaie de s'occuper un peu de la Libye, qui est non loin d'elle. La Tunisie, elle aussi, se méfie des islamistes, puisque elle a aussi subi des attaques islamistes. Donc, vis-à-vis du conflit israélo-arabe, on voit bien que les islamistes n'ont jamais, pour le moment, attaqué Israël. Et on est dans une situation paradoxale où aujourd'hui, on peut dire que les principaux alliés d'Israël, qui permettent à Israël d'avoir un comportement tout à fait inadmissible du droit international, ce sont des États arabes qui ne s'intéressent pas du tout à la situation des Palestiniens. Vous avez dit, M. Corvez, comme quoi les États-Unis avec ses alliés, et on voit comme quoi l'Europe est en difficulté. Est-ce que l'Europe a perdu sa notoriété autant que force internationale, qui peut imposer aussi son point de vue, et maintenant il suit les États-Unis qui le traitent quelque part, si vous avez suivi récemment l'actualité, donc l'histoire de l'acier, l'histoire du dernier G7, on voit comme quoi il y a un traitement de Donald Trump vis-à-vis des Européens, un traitement qui est un petit peu similaire, mais d'une manière un peu plus civilisée par rapport à d'autres pays arabes. Moi, je dis ce que je fais et vous n'avez qu'à suivre. Est-ce que vous croyez les Européens vont se laisser faire comme les Arabes vis-à-vis de M. Trump? Alors, c'est une question et un vaste sujet, parce que je suis moi aussi convaincu que
L'Union européenne est à une période cruciale de son existence. Je l'ai écrit dans un papier récent que j'ai il y a 10 jours en rentrant d'Iran. Si l'Union européenne se laisse dicter la loi par les États-Unis, se laisser dicter la loi par les États-Unis, à mon avis, où elle disparaît en tant que structure politique, parce qu'elle est contestée de plus en plus par les entreprises des États membres, mais également par les peuples, ou alors elle se dresse en tant que entité politique pour dire aux États-Unis, vous allez trop loin, nos intérêts ne sont plus les mêmes et même sont opposés, vos décisions récentes, que ce soit l'accord sur l'Iran, le transfert de votre ambassade à Jérusalem, vos décisions sur le protectionnisme économique, tout ça font que nous avons des intérêts qui sont maintenant clairement opposés, et donc nous devons couper les liens que nous avons avec vous, sans pour autant que vous deveniez des ennemis, mais en tout cas, nous devons avoir notre propre politique. Mais ça, je suis convaincu que ça n'arrivera pas compte tenu de la construction actuelle de l'Europe. L'Union européenne n'a aucun rôle, pour répondre aussi à une partie de votre question. L'Union européenne est désavouée partout parce qu'elle n'a aucun poids, qu'elle dit ne compte pas, et elle n'a aucune influence sur le règlement des crises mondiales. Donc, si l'Union européenne, et on sent bien avec les élections les unes après les autres dans les pays membres de l'Union européenne, les dernières en Italie, mais il y en a eu d'autres en Autriche, en Slovaquie, dans d'autres pays, on sent bien qu'il y a de plus en plus d'opposition à la direction de Bruxelles de cette Union européenne. Et je pense que les dirigeants européens tels que Macron, Merkel et les autres ne sont pas capables de sortir de la prison, de l'étau dans lequel ils sont et qui est l'obéissance à l'Alliance Atlantique et donc aux États-Unis. Donc c'est uniquement un sursaut des peuples qui les forceront, qui peut amener à une prise de conscience de l'Union européenne que maintenant ses intérêts sont trop radicalement opposés à ceux des États-Unis pour qu'elle continue à rester dans une alliance atlantique mortifère et qui lui nuit tous les jours. Sauf que, M. Corvez, que l'Europe subit maintenant un mouvement grandissant du populisme qui rajoute de l'huile sur le feu, quelque part, par rapport à ce que vous venez de citer. Oui, absolument. Alors, évidemment, on appelle ça le populisme, mais ce populisme, il s'exprime dans des élections libres où c'est le peuple qui vote. Hein. Donc, évidemment, populisme, ça fait péjoratif, et c'est ainsi que les commentateurs des journaux disent populisme. Et le populisme, c'est l'expression d'une volonté du peuple. Exactement. Et on voit bien que, comme vous le dites, de plus en plus, cette volonté des peuples est de dire il y en a assez de cette direction de Bruxelles qui ne sert pas les intérêts des États membres de l'Union européenne. Et d'ailleurs, je rappelle que le Brexit a été en grande partie provoqué par le fait que les citoyens britanniques ne voulaient plus que Bruxelles leur impose des règles concernant en particulier le problème des migrations importantes qu'il y avait en 2015. Et donc, l'Union européenne est à un moment crucial de son existence parce que si elle ne réagit pas, et je pense que c'est pas les dirigeants actuels qui peuvent réagir parce que, comme je vous le disais, ils sont prisonniers d'un système, d'une idéologie qui fait qu'ils n'ont pas les moyens. En plus, cette oligarchie qui dirige l'Union européenne, elle a été mise en place par des moyens financiers, et donc la finance internationale qui l'a mis en place est très forte. Selon vous, M. Corvez, je ne les vois pas réagir à ça. Pardon, M. Corvez, selon vous, c'est quoi la solution? La solution, c'est que l'Union européenne se construise enfin sur des bases saines, c'est-à-dire les bases que le général de Gaulle avait
proposé d'ailleurs, des nations souveraines qui s'entendent entre elles pour avancer dans davantage de coopération sur des projets bien définis, mais qui n'abandonnent pas leur souveraineté. Car vous ne pouvez pas confondre un Finlandais avec un Italien, avec un Grec, avec un Français, et ainsi de suite. Comme le disait le général de Gaulle, hein, si vous faites une purée de marron, ben c'est une purée, mais ça n'est pas politiquement viable. Or, ce qu'avait dit M. Macron dans sa campagne, dès le début, et encore récemment comme président, il a dit « je vais faire avancer l'Europe ». Et donc, quand il dit « je vais faire avancer l'Europe », ça veut dire « je vais avancer vers l'Europe fédérale et l'Europe supranationale, je vais détruire les frontières, avancer dans la destruction des frontières et dans la destruction des pays membres, dont la France. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour construire une Union européenne que de détruire les nations qui la composent. Et c'est ce contre quoi les populistes dont parlent les journalistes se révoltent de plus en plus. Colonel... Donc la solution pour moi, c'est de revenir à des nations souveraines qui se mettent d'accord pour définir des champs d'intérêt commun et pour les défendre ensemble. Et ça, on peut trouver des tas de champs d'intérêt commun, mais tout en gardant leur souveraineté. Eh bien, espérons-le sur le plan international, parce que jusqu'à maintenant, sur le plan international, la voix de l'Europe... est absolument inaudible, oui, oui. Donc c'est la question principale, parce qu'on voit, il y a une extinction presque quasi totale de la voix de l'Europe, et notamment encore davantage en Afrique. Parce que jusqu'à maintenant, tout le monde ne parle pas de l'Afrique, mais l'Afrique, je crois que vous suivez un petit peu l'actualité en Afrique, on voit, il y a des mouvements aussi populistes aussi qui prennent de l'ampleur dans des pays africains. Oui. Et alors, en Afrique, jusqu'à présent, c'était le précaré de la France du fait de son passé colonial, mais c'est devenu de plus en plus difficile pour la France de continuer à jouer ce rôle. D'ailleurs, elle pourrait être accusée à ce moment-là de mener une politique néocoloniale, mais je rappelle quand même que chaque fois que la France est intervenue militairement, c'était pour défendre des pays avec lesquels elle avait des accords et à la demande des gouvernements qui étaient en danger ou en position de faiblesse. Mais maintenant, on sent aussi que les Américains s'intéressent de plus en Afrique, puisqu'ils ont maintenant, dans quelques pays africains, des bases militaires. La Chine Comment ? La Chine s'y intéresse énormément. Alors, c'est essentiellement pour des raisons économiques. Bien sûr. Mais l'économie et le militaire sont jamais très éloignés, mais effectivement, la France qui a besoin de ressources, or l'Afrique a plein de ressources, la Chine qui a besoin de ressources, et l'Afrique a plein de ressources, donc la Chine s'intéresse énormément à l'Afrique, effectivement, et elle est de plus en plus présente, elle signe des accords, et en plus elle a un pouvoir financier puissant, et donc elle peut convaincre nombre d'États africains d'investir chez eux, puisqu'elle a les moyens d'investir. Donc, il est certain que la direction des pays qui composent l'Afrique est soumise à des pressions, parce que, comme vous le dites, justement, les nouvelles générations manifestent de plus en plus leur désaccord avec les politiques qui ont été menées jusqu'ici, et l'Afrique étant un pays d'abord à la démographie très importante et ensuite à une richesse très importante également, elle est l'objet de convoitises des grandes puissances, et il y a énormément de travail à faire en Afrique pour établir un projet de coopération d'égal à égal et non pas de dominé à dominant. Parfait. Colonel Alain Corvès, conseiller en stratégie internationale et ancien conseiller général commandant de la Force des Nations Unies déployée au sud du Liban, la FNUL, conseiller en relations internationales au ministère de la Défense et de l'Intérieur. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie beaucoup de votre invitation. Merci beaucoup, monsieur. À très bientôt. Au revoir. Monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel.
Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.